Voici donc l'instant des discussions sur Actu Matin. Nous sommes mardi 21 mai 2024. Dimanche, le navire chinois chargeait 1 million de barils de pétrole à Semenkoji, le pétrole nigérien notamment. Après donc quelques moments d'atermoiement entre Niamey et Cotonou autour donc du robinet qui devrait s'ouvrir au pas. Les choses sont allées très vite et puis le navire a pris départ. On en parle ce matin pour examiner si cela est témoignage donc de retour en tout cas progressif à la normale, parlant des relations entre les deux pays voisins. William Cliquant, bonjour. Bonjour Tanguy. Et puis Lorish Gaba, bonjour. Faut-il se réjouir, dire qu'on est sur la bonne voie du règlement différent entre Cotonou et Niamey, William? S'il y a eu interdiction et que plus tard il y a embarquement, autorisation, même si c'est provisoire, et ponctuel. Ponctuel. Voilà les bons mots. C'est qu'il y a un début de solution. Si ce n'est pas la porte de sortie, c'est au moins le seuil de la porte de sortie de cette crise. Moi, je trouve que c'est quand même très bien. Les intérêts supérieurs des deux nations, et même, ne manquons pas de le dire, des partenaires en présence, ces intérêts ont primé sur les divergences bilatérales entre le Bénin et le Niger. Bonne nouvelle ou pas, oui, c'est une bonne nouvelle. Et moi, je trouve que nous n'allons pas provisoirement demeurer dans des mesures circonstancielles et nous n'allons pas circonstanciellement être dans d'éternelles mesures provisoires non plus. Il faut que ce soit vraiment la pêche, une pêche de tendue d'une part et de saisie de l'autre, de sorte à ce qu'on prenne par cette brèche pour vider ce sujet, discuter des situations ou des épisodes de l'escalade qui a fâché, que par ce convoyage de ce tout premier pétrole ou de cette première cargaison de pétrole embarquée dans les navires qui ont mouillé les eaux béninoises. Malgré les tensions d'il y a quelques jours, il y a 10 jours, 2 semaines, on ne pouvait pas s'imaginer qu'un événement comme celui-là aurait pu avoir lieu. Donc, vraiment que par la magie du dialogue et de la négociation, ce qu'on a obtenu, on croit fermement encore à cette vertu des échanges, notamment entre deux pays éternellement amis et frères, pour vider ce dossier jusqu'à la lie, de sorte à ce que les relations sur la question pétrolière, sur la question de l'oléoduc, comme sur la question générale des frontières, côté Niamey avec le Bénin, que la question se vide totalement. Oui. C'est un début de solution et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est progressif. Et que ce soit progressif dénote déjà du fait que les trois parties ont compris qu'il faut mettre les intérêts des différents peuples au cœur de la situation, au lieu de voir les intérêts personnels des chefs d'État ou de ceux-là qui se retrouvent en antagonisme. Mais le plus important, c'est que nous devons dissocier deux faits. Le projet pipeline bloqué, on doit le dissocier de la fermeture des frontières. C'est vrai que c'est deux États qui se comprennent, mais il faut dissocier les deux faits. Là, actuellement, nous sommes en train d'aller vers la résolution d'une crise qui, en réalité, prend en compte trois parties. Le Niger, le Bénin et la Chine. Et vous l'avez constaté, la médiation n'est pas venue d'une partie externe. La médiation est venue au milieu des trois encore. Parce que c'est la Chine qui a dépêché une délégation très vite au Bénin, et cette délégation a échangé avec le Bénin et avec le Niger. De toute façon, après le Bénin, la délégation est repartie également au Niger pour poursuivre les négociations de l'autre côté, parce que c'est l'intérêt de la Chine qui est d'abord en jeu. Après, on peut parler de l'intérêt du Niger, qui a contracté justement son marché avec la Chine, et maintenant le Bénin, à qui on a confié justement le convoyage du pétrole nigérien. Donc, le premier bénéficiaire de tout ceci, c'est d'abord la Chine. Et la Chine a vu, d'une certaine manière, ses intérêts menacés, a dépêché une délégation très vite à Cotonou pour échanger avec les autorités du Bénin et avec les autorités du Niger à distance. Donc, du coup, on sent que la Chine s'arrange pour que
le projet pipeline ne soit bloqué par des intérêts qui opposent les deux pays. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut dissocier le projet pipeline à la fermeture des frontières. C'est certes une ouverture parce que quand les deux pays, les deux États acceptent déjà de commencer par échanger, parce qu'entre-temps, il y avait un véritable froid. Il y avait carrément un mur, je ne dirais pas le mur de Bel Air, je dirais le mur de Malanville, parce que, ou de Gaïa, qui mettait les deux pays à dos. Aujourd'hui, si déjà on offre un cadre de dialogue, un cadre de négociation, un cadre de discussion entre ces deux États, ne serait-ce que pour le projet pipeline, je pense que à travers justement ce petit creuset qui va se créer autour de l'intérêt commun Bénin-Chine-Niger, on peut maintenant commencer par aller vers l'ouverture, vers la négociation de l'ouverture des frontières. Mais cette négociation de l'ouverture des frontières, ça c'est encore un projet, c'est encore un travail qui est encore en... Parce que aujourd'hui, quand on regarde tout ce qui se dit et tout ce qui est reçu des deux côtés des deux frontières, on constate que la tension n'est pas encore pour autant tombée. Juste qu'aujourd'hui, pour les intérêts d'un business ou d'une affaire commune, d'une affaire tripartite justement, il faut nécessairement voir dans quelle mesure calmer un peu les tensions pour que vive un peu plus la paix, parce que là carrément, c'est les intérêts. Et ça, ces intérêts se chiffrent en milliards. L'absence des autorités à la fois béninoises et nigérienne, contrairement à ce qui est prévu dans le contrat pour le chargement du 1er avril. Est-ce que ce n'est pas l'expression, cette absence-là, est-ce que ce n'est pas l'expression, dois-je dire, que la crise est vraiment aiguë et qu'on l'a vraiment pas entamée, William? Entamée, oui. On est encore au tout début. On n'a pas fait grand pas pour le moment. On a privilégié les intérêts économiques. Parce que pour le moment, en fait, Loïc disait qu'il faut séparer la situation de la situation de la question frontalière. Mais en fait, c'est en représailles à la posture jusqu'au boutiste, à la sempiternelle indifférence des autorités nigériennes actuelles, que le Niger en réponse se dit, s'il y a de l'informel, où il y a formellement fermeture des frontières terrestres entre nos deux peuples, qu'il y ait également fermeture des autres frontières, comme les frontières souterraines. Parce que le pipeline, il est passé... Il est souterrain, il traverse deux pays. Et donc, si les pays ne peuvent pas communiquer par voie terrestre, par voie aérienne, ce serait possible apparemment. Je mets vraiment beaucoup de griffes. Sauf si on n'autorise pas. Donc, voilà, en fait... dans un contexte comme ça, on a écouté le chef d'État béninois, on a eu les différentes sorties. L'idée est claire, c'est pour montrer aux autorités nigériennes, attention, tous deux nous souffrons d'une situation qui perdure, mais là-dessus, vous profitez dans notre dos de notre indulgence excessive à la limite sur cette question. C'est pour forcer la main au dialogue, a-t-on dit, c'est pour forcer la main aux discussions autour de la question pétrolière. Donc, autour de la question des frontières. Donc, la question pétrolière et la question des frontières est légèrement liée, sinon est étroitement liée, selon moi, à cette posture par rapport au pétrole. Maintenant, un dégel total, non. Quand on a... Est-ce qu'on a même commencé le dégel? Oui, le dégel, il a commencé. Les deux parties ont été totalement absentes, justement à une cérémonie où les tests disaient quand même, qu'ils ont signé d'ailleurs, souvenez-vous de ce que Patrice Talon disait. Souvenez-vous de ce que Patrice Talon disait. Que les autorités nigériennes n'ont jamais saisi, les autorités béninoises, formellement sur la question de l'inauguration. Cela voudra dire que le dialogue, la discussion diplomatique, de ce point de vue-là, est toujours rompue. Mais quand même, la tierce personne, la partie chinoise, a pu, malgré les tensions de part et d'autre, faire bouger les lignes et faire embarquer le pétrole. Pour moi, c'est un début de solution. Peut-être la crise, vous savez, culturellement et sociologiquement, les Nigériens, ils sont difficiles. Je ne stigmatise pas un pays, mais quand on a fini de faire beaucoup d'élucubration intellectuelle sur la question pendant des temps ici, pour avoir écouté beaucoup de Béninois qui parfois nous font des retours sur des questions dont nous débattons ici, des gens vous diront, des sachants, des habitués de ces populations-là vous diront que les Nigériens, culturellement, ils sont
très étanches en amitié, mais ils sont encore difficiles quand vous les égratignez. Donc, sur cette question, peut-être, ils sont légèrement campés sur leur position. Pas légèrement, ils sont campés sur leur position. Donc, c'est un début de décrispation. C'est un élément qui montre que pas pour autant, on n'est pas pour autant contre les intérêts du peuple nigérien. On n'est pas braqué contre les intérêts du peuple nigérien. Maintenant, ce n'est pas suffisant. C'est une brèche à exploiter pour un dialogue franc entre les deux. Riche, est-ce que véritablement on a commencé le dégel? On a commencé le dégel, mais comme je l'ai dit, contrairement à ce que pense William, le dégel, on peut dire que le blocage qu'on a connu, c'est vrai que c'est suite à tout ce qu'on a déjà vu par rapport à la, à la fermeture des frontières, mais le dégel va se gérer en deux options. La première option, vous avez vu, là actuellement, nous ne parlons qu'économie. Nous ne parlons que business, nous ne parlons qu'affaires, nous ne parlons que milliards. Pour l'instant, c'est ça qui intéresse, c'est ça qui est pratiquement la partie la plus importante et qui les a contraints à revoir leur position. Mais jusque-là, les intérêts des deux peuples, du Niger et du Bénin, sont encore latents. Jusque-là, on n'a pas encore réellement commencé cette réelle décrispation des pour la réouverture des frontières. C'est pour cela que je dis que déjà, le creuset qui est en train de se créer et que d'ailleurs la Chine a facilité parce que c'est la Chine qui d'une certaine manière est allée vers d'abord le Bénin puis vers le Niger et ramène les deux parties à la table des négociations pour vraiment échanger. Je pense qu'on peut profiter, et c'est justement ce qui devrait être fait, on doit profiter de ce creuset pour non seulement aplanir les divergences sur les actions qui n'ont pas été très bien comprises au niveau du blocage, parce qu'effectivement, le blocage n'a pas été très bien interprété du côté de Niamey. Donc, aplanir les divergences à ce niveau et maintenant commencer par créer une autre ouverture vers la frontière. Faire en sorte que cette assise puisse permettre de régler les non-dits qui ont été faits, qui ont été distillés dans la population, parce que là, aujourd'hui, le Niger estime, ou les autorités nigériennes estiment que le Bénin est contre les intérêts du peuple nigérien et que le Bénin pourrait être carrément servi de cadre pour une éventuelle attaque contre le Niger. Je pense que les autorités nigériennes doivent pouvoir maintenant avancer un peu les preuves de ce qu'ils allèguent, parce qu'une chose est d'attaquer verbalement un État en estimant que cet État va venir. Oui, on a déjà fait ce débat. C'est justement... Non, c'est juste... Si on ne tient pas compte de ce cadre-là, les échanges ne pourront pas vraiment tenir. Parce qu'une chose est de demander que les gens échangent. Mais qu'ils échangent sur quoi? Sur ce qui pose le problème, ce qui pose le différent. Voilà. Et quand aujourd'hui on constate que ce différent, malgré tout ce qu'on dit, n'est pas encore réellement aplani, il faut vraiment creuser l'abcès pour pouvoir enlever le pur. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, William, que les Chinois sont venus juste régler leurs problèmes, c'est-à-dire charger leur pétrole et partir tranquillement, et que ils ont travaillé à réunir les conditions pour ça, et que bon, quand c'est bon, et puis le pétrole il est parti. Que voulez-vous? Ce sont des commerçants, hein. Ils sont à la recherche du profit et ils ont intérêt à faire bouger les lignes au profit de leurs intérêts financiers. Mais attention, ils sont partis à un contrat ayant pour co-contractant deux États souverains. Attention, ils savent et ils mesurent l'enjeu de la situation. Et si les relations diplomatiques continuent à s'envenimer, à se dégrader, ils savent que ce contrat sera jeté un jour par la fenêtre. On ira peut-être devant la Cour internationale de justice. Un État sera condamné à quelques amendes avec le contribuable et les fonds publics, les deniers publics sur quelques années, ce sera vidé et ce sera une perte pour eux tous. En fait, dans un contexte comme ça, il faut comprendre qu'ils ont intérêt à amener les États. Par contre, ce qu'ils n'ont pas le moyen de faire, selon moi, parce qu'ils sont chinois, et deuxièmement, parce qu'ils sont prestataires privés, ce qu'ils n'ont pas le moyen de faire, c'est de forcer la main pour la négociation. Mais c'est un moyen, ils ont le moyen aujourd'hui de dire, pour les intérêts de nous tous, je vous incite, chers États, ils ont actionné des leviers permettant à chaque partie, que ce soit du côté du Bénin ou du Niger, d'aller à la négociation, d'aller à la discussion, parce que de la santé
des relations entre les deux pays dans les tout prochains jours, de la désescalade et ensuite de la consolidation étanche des relations entre les deux pays, dépend la survie de ce projet qui est, je sais pas, un projet presque éternel parce qu'on parle d'une ressource qui est presque intarissable. Il y a, vous savez, aujourd'hui on parle d'un certain nombre de barils. À la longue, les gens pensent à 200 000 barils par jour à produire au Niger. C'est un projet énorme. Oui, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas trouver un petit robinet à côté pour que nous-mêmes nous puissions en profiter au lieu d'acheter l'essence à 600, à 700? Vous avez une raffinerie? Vous avez une raffinerie? Bon, on peut faire ça avec... de façon artisanale, comme vous en avez l'habitude. Oui, vous êtes des spécialistes de la consommation. Et puis avoir l'essence, le litre à 125 francs. Ça ne tuerait personne. Vous êtes habitué, cher Béninois. Dommage, vous n'en aurez pas l'occasion. Allez, c'est une parenthèse. Oui. Vous n'en aurez pas l'occasion. Oui. Je pense que, et si les autorités chinoises, pas autorités chinoises, les autorités ou les responsables de l'entreprise chinoise, parce que personnellement, je n'ai pas vu l'implication des officiels chinois. C'est peut-être mon constat. Peut-être en sourdine. En sourdine, peut-être. Et c'est justement ça. Dans ce genre de conflit, les discussions ne sont pas devant micro et caméra. Oui, je pense vraiment. Parce que même dans la conférence de presse conjointe du ministre Adambi avec les responsables chinois, le Bénin est resté légèrement, sur un ton légèrement ferme. Le Bénin n'est pas pour autant revenu de l'ambiance syrienne. Non, pas pour autant. On a envie de dire et de se demander tout ça pour ça finalement, parce que les Nigériens ne sont pas encore venus. On a arrêté un moment le robinet, puis après les Chinois ont chargé. On a fait beaucoup de bruit pour rien, non? Non, absolument pas. On a fait du bruit pour avoir un résultat. Parce que, vous savez, dans le thème d'accord, il faut faire très attention. L'accord, c'est quoi? C'est le pétrole nigérien à destination de la Chine et qui passe par le Bénin. Donc, il faut déjà comprendre ça à ce niveau. Si vous me confiez le convoyage de votre produit et que, normalement, c'est vous qui devriez me dire on peut charger ou on ne doit pas charger. Et si c'est la Chine, celui avec qui on veut envoyer, qui vient me notifier que oui, on est prêt, charger, non, j'attends votre accord. Et étant donné que le Niger n'a pas donné d'accord, le Bénin a préféré simplement bloquer d'abord. Parce que c'est un travail qui se fait de douane à douane, de douane nigérienne vers la douane béninoise. Et justement, quand les Chinois sont venus, ils ont échangé avec les responsables béninois qui ont expliqué le fond du problème. Les Chinois ont appelé le Niger et justement avant que l'autorisation provisoire ponctuelle ne soit donnée, mais on a eu l'accord, on a eu la demande officielle de la douane nigérienne. Et c'est ça qui a déclenché justement cet accord. Ce qui veut dire que, oui, parce qu'ils ne sont pas venus physiquement. Mais la douane nigérienne a fait le pas en envoyant une demande, une autorisation pour charge de chargement. Cette autorisation de chargement a permis au Bénin de dire, ok, maintenant cette note fait foi. Le Niger m'autorise maintenant à charger le premier navire. Mais étant donné que j'ai insisté pour que les autorités nigériennes viennent à la table de négociation pour qu'on échange, comme j'ai reçu l'autorisation et comme le partenaire chinois aussi est là pour demander qu'on fasse preuve d'intelligence tous les deux, alors j'autorise de façon provisoire et ponctuel le premier chargement qui est évalué à 1 million de barils, par exemple. Donc, vous voyez, il n'y a pas eu du bruit pour du bruit, mais il y avait une réaction pour pouvoir demander une autorisation légale. Imaginez un peu, si éventuellement le Bénin chargeait, et que finalement, le Niger dit, mais je ne vous ai pas autorisé à charger. Mais c'est le Bénin qui est en effraction. C'est pas les pirates non plus. Non, ce n'est pas les pirates, mais en termes, dans les accords financiers, dans les accords économiques, il faut faire très attention. Parce qu'en réalité, celui qui te l'a confié ne t'a pas dit charge. Ce n'est pas celui vers qui on charge. Parce que dans cet accord, le Bénin n'a pas réellement de lien avec la Chine. C'est avec le Niger que le Bénin a de lien. C'est-à-dire, le Niger confie son pétrole, le convoi de son pétrole au Bénin. Et c'est le Niger qui doit dire, oui, chargez. Non, ne chargez pas. Il n'y a pas eu cette autorisation, il n'y a pas eu cette demande. Mais la Chine dit, ok, le navire est là, chargé en même temps. Non, on ne peut pas charger. On met un blocus. On attend que les autorités nigériennes disent, notamment la douane nigérienne. Donc ce n'est pas une question de frontière en réalité. C'est pour cela que je vous disais qu'il faut dissocier les faits. Bonjour Eric, bonjour. On va aborder le deuxième axe de ce sujet ce matin. On a vu quand même que pendant qu'on chargeait le navire
chinois. Il y avait des déclarations à Niamey pour, doit-on dire, compliquer davantage les choses. Kemi Seba, panafricaniste d'origine béninoise, qui était face donc à la presse nigérienne pour parler non plus, je dois dire, de base militaire française destinée à l'attaque de Niamey, mais plutôt de légionnaires français noirs, bien formés et qui forment, ma foi, des terroristes pour envahir Niamey. Eric? Vous savez, ce n'est pas la première fois que nous voyons notre compatriote Kemi Seba dans ce genre d'échanges, d'accusations et d'attaques. Il est un peu, il nous aura habitués quand même à ce registre de discours. C'est quand même un peu déplorable pour quelqu'un qui aspire à être candidat et un jour gouverner le Bénin, tenir de pareils propos sur son propre pays. Je peux comprendre que cet activisme dont on paye la facture à un moment donné soit très rentable sur notre continent parce que quelqu'un a forcément intérêt à ce que derrière on puisse aller jusqu'à diffamer, on puisse aller jusqu'à insulter, apporter des injures à l'endroit d'un chef d'État, n'est-ce pas? Et donc, ça marche bien avec sa copine Nathalie. Je pense que après ce que nous avions observé de la part du Bénin et comme bonne volonté de pouvoir trouver une solution et que le premier navire à charger du pétrole du côté du Niger, je m'attendais à ce qu'on retrouve une certaine sagesse dans une forme de diplomatie pour être dans la même logique, plutôt que de continuer encore dans une forme d'agitation, de pouvoir payer les services d'activistes très reconnus sur le continent, qu'on paye, qu'on héberge, qu'on traite, n'est-ce pas, à davantage mettre de l'huile sur le feu. Qu'est-ce que ça nous rapporte? Qu'est-ce que cela apporte aux autorités du Niger de pouvoir héberger sur le sol des activistes qui, dans un contexte peu tendu, tout le monde cherche à pouvoir trouver des solutions, tout le monde cherche à apaiser, n'est-ce pas? Qu'on relance encore avec des accusations, des insultes. Vous imaginez si, en réponse à ce genre d'activité, ici aussi à Cotonou, on paye des services d'activistes, on organise la même activité à l'endroit de l'autorité du Niger. Vous imaginez ce que ça va donner? Des cris et aux déclarations. Parce que c'est venu aux accusations de ce que, entre-temps, on hébergerait. Chacun paye son camp. C'est venu justement de là. Donc, je pense que je m'attendais à ce que, après ce que William et Ulrich ont évoqué du côté du Bénin, que de l'autre côté, on puisse revenir à de meilleurs sentiments. Mais c'est à croire que nous n'en sommes pas encore là et c'est bien malheureux. Ce que moi je note aujourd'hui, c'est une volonté affichée des autorités béninoises de pouvoir sauvegarder, disons, l'exécution du contrat portant sur le projet Pipeline, parce que après les déclarations sur papier, les propos face à la presse, on a assisté au premier chargement de ces barils-là qui sont certainement en route déjà pour la Chine. Ça, c'est une preuve matérielle de ce que les autorités béninoises ont envie de voir les choses changer. La deuxième volonté, c'est bien entendu la suite favorable qu'on a donnée à ce courrier de la douane béninoise. Si on était dans une position de va-t-en-guerre, de non-recherche de solutions à ce bras de fer qui n'arrange personne, on n'aurait pas peut-être donné suite favorable à ce courrier que la douane béninoise a cru devoir envoyer. Ça veut dire que du côté de Niamey, on sait ce qu'il faut faire, on sait ce qu'on doit faire pour faire marcher un peu les choses. Mais quant à la question de votre question par rapport à Kemi Seba, moi je sais qu'en Afrique, si on est un vrai panafricaniste, je pense qu'il ne faut pas oublier les valeurs africaines. Lorsque vous êtes face à un aîné, lorsque vous êtes face à une autorité, dans notre culture, on sait qu'il y a une certaine déférence à avoir face aux autorités. Au nom de quel activisme ou au nom de quel panafricanisme? On a vu des panafricanistes monter. Thomas Sankara, ceux-là qui ont vécu et qui ont laissé des traces ici, ce n'est pas de cette façon qu'on a fait du panafricanisme. Ah non, hein? Thomas Sankara a dit à, comment est-ce qu'il s'appelle, l'ancien président, à Mitterrand, droit dans les yeux, que c'était une France qui a été souillée par justement ce président sud-africain qui pratiquait l'apartheid. Donc, la fougue est dedans, et quand il s'agit de l'unité et de l'entente entre les
pays africains, ils ont toujours le verbe aussi acerbe. Allez fouiller dans les propos de Sankara. Donc ça, c'est une insulte. Mais là, Sankara... C'est une grosse insulte pour la France. Sankara... C'est une grosse insulte pour la France, si vous ne savez pas. Allez fouiller. Oui, ça l'a indisposé parce que c'était une vérité. À des moments donnés, moi, je pense qu'on se laisse un peu aller, disons, on ne sait plus la matière qu'on est en train de soulever, de vouloir défendre dans les déclarations de certains panafricanistes. Et donc, pour moi, quel intérêt nous avons aujourd'hui à opposer ou à ne pas vouloir que le Niger et le Bénin règlent leurs différends? Et c'est là que, moi, les déclarations de Kemi Seba, ça me gêne un tout petit peu. On se jette sur tout, on veut déloger des présidents. Et depuis qu'il dit ça, on n'a jamais délogé un président sous ses ordres, sous son instigation. On veut déloger, c'est tel président qui est mal élu, c'est tel autre qui n'a pas le droit de gouverner, il faut qu'il parte de tel pays. Moi, je pense qu'on peut faire de façon élégante du panafricanisme. Tout ce que nous faisons là aussi, c'est du panafricanisme. Tous ceux qui ne n'apporteront pas de l'eau à ce feu qui brûle entre le Niger et le Bénin, moi, je pense qu'ils ne sont pas de bons Africains. Vous voyez la cage du voisin brûlé. On va pas distinguer les bons des meilleurs. Hein? William, à un moment donné, il faut le faire pour l'intelligence africaine. Attention, hein, on a affaire à un panafricaniste de droite. Vous savez, les panafricanistes, même en leur sein, ils sont divisés. Oui. Vous voyez les panafricanistes de gauche qui viennent à la tête du Sénégal. Vous avez entendu ce que Sonko a dit à Jean-Luc Mélenchon sur les États de l'AES? Ça aussi, c'est du panafricanisme. Et là, c'est du panafricanisme même à la tête de l'État, au sommet de l'État. Il est chef de gouvernement et voilà ce qu'il dit au principal opposant et un extrémiste gauche de France. Vous voyez, il y a de petites nuances sur la question. Le panafricanisme aussi voudrait qu'on privilégie les intérêts du continent sur les intérêts particuliers de sa nation, ce qui peut amener parfois certains panafricanistes à ne pas avoir froid aux yeux quand ils saluent leur propre pays. Quand ils dégomment leur patrie. Ils sont peu le panafricaniste est moins nationaliste et parfois pas moins nationaliste, mais le panafricaniste peut léser les intérêts de sa nation, de sa patrie légèrement, au profit de son continent, au profit de l'Afrique qu'il voudrait voir unie, ou les États-Unis d'Afrique, un peu comme, surtout les extrémistes, surtout ceux qui sont de droite. Mais par contre, attention à notre panafricaniste en question, à notre compatriote, Kako Chichi. Vous voyez, quand vous avez eu la chance d'être reçu par le général Tchiani, vous êtes un des rares Béninois, je ne sais pas, depuis hier que j'ai connaissance du sujet, je réfléchis, je ne sais pas si un autre Béninois a donné une poignée de main au général Tchiani depuis qu'il est là. Le déplacement du député Issa Salifou au Niger, c'est vrai qu'on n'a pas eu toutes les images, mais il était quand même le premier mais je n'ai pas vu la poignée. Je n'ai pas vu la poignée de main entre le général Tchiani et Salifou Issa. Mais j'ai vu des images sur lesquelles il y a eu même une photo de famille entre le général Tchiani et Kemi Seba. Attention, quand vous êtes un interlocuteur de cette taille, que vous êtes béninois, que vous revendiquez de la nationalité béninoise, pour moi, vous n'avez pas jeté de l'huile sur le feu, mais vous êtes un des interlocuteurs privilégiés. Vous êtes une des portes de sortie à privilégier. Vous êtes par excellence un médiateur de votre pays. Je ne demande pas. Quand le pays qui est souvent la cible de leur critique est au cœur même du problème qui se pose, comment vous voulez qu'il se pose? Vous savez, il y a un petit problème. Si malgré votre tête de Béninois, malgré votre casquette de Béninois, d'autres casquettes qui sont les vôtres peuvent vous amener à être en odeur de sainteté avec les autorités actuelles nigériennes, c'est que vous êtes privilégié d'une manière ou d'une autre. Dans une posture comme celle-là, quel que soit ce que vous avez à reprocher à votre pays, dans un franc dialogue, vous le reconnaissez sous boisseau, vous le reconnaissez dans les conciliabules. Mon pays, mon gouvernant, je ne l'aime pas, il a fait telle chose, mais s'il vous plaît, monsieur le général nigérien, dans ma peau, avec la petite considération que vous me donnez, je plaide pour telle solution. Les légionnaires en Afrique, avant que je naisse, ça a existé et ça existe toujours. Je ne sais pas combien de vrais militaires français ou américains viennent sur nos territoires. Les légionnaires... Peau blanche, ça vient de quel rang, de quel grade, et ils sont combien sur la question des légionnaires. Encore qu'il a parlé de légionnaires noirs, ça voudra dire qu'on reconnaît que même ceux qui sont de peau blanche, il y a des légionnaires d'autres nationalités aussi qui y sont. En fait, quand on a ces cartes en main, quand on a ces facilités par rapport à Niamey, pour moi,
il faut être l'homme de la paix, l'homme du pacifisme, parce que ces tiraillements entre ces deux États ne renforcent pas le panafricanisme, c'est plutôt l'effritement de l'Afrique. L'Afrique s'émiette au profit de puissances occidentales, reconnaissons-le. Ce qui nous divise aujourd'hui sur la question des frontières, sur la question des bases militaires, sur la question du pétrole, quoi qu'on dise, tout ce qui nous divise aujourd'hui profite plus à des gens qui sont outre-Méditerranée que nous-mêmes. Et quand on n'est pas l'africaniste, il faut travailler à ne pas laisser ça continuer. Vous savez, Blaise Pascal disait dans ses pensées, la Vous vraie êtes philosophe maintenant. La vraie rhétorique se moque de la rhétorique. Et la vraie morale se moque de la morale. C'est-à-dire, la rhétorique, c'est que vous avez une bonne qualité de verbe, et vous avez une bonne verbe à la limite, mais quand la vraie rhétorique vous dit, malgré tout cela, c'est ce que vous voulez dire, n'arrange pas le peuple, n'arrange pas les gens, c'est mieux de vous taire. Il ne faut pas flatter le peuple non plus. Flatter, non. La Il faut savoir quoi dire. Il faut savoir quoi dire, quand le dire, où le dire, et les circonstances dans lesquelles il faut le dire, les mots pour le dire. Pourquoi je dis tout ceci? On connaît très bien le verbe. Et la verbe à la limite de Kémy Séba, qui à la limite dit beaucoup de choses. Mais en de pareilles circonstances, est-ce que mettre l'huile sur le feu arrange l'Afrique qu'il prétend défendre? Ça, c'est la première question. La deuxième question, jusque-là, je n'ai pas eu de preuve, parce que j'ai écouté tout ce qu'il a eu à dire, je n'ai pas eu une seule preuve avancée clairement pour dire, oui, ils sont à tel endroit, ils sont tel nombre. Je n'ai pas ouï dire ça. Troisième autre chose, pourquoi Kémy Séba, béninois, Bontin, qui sait que personne ne lui en veut au Bénin, parce qu'il est venu faire il a fait beaucoup de vidéos au Bénin. Pourquoi n'a-t-il pas fait cette conférence-là au Bénin pour attirer l'attention de ses compatriotes sur ce que le gouvernement fomente contre ce pays? Ça fait 3 questions que j'ai posées. Je n'ai pas eu de réponse. Vous voyez, j'espère que ce n'est pas à moi. Non, ce n'est pas à vous. C'est-à-dire, c'est des questionnements que j'ai eus quand je suivais sa conférence de presse. C'est pour vous faire comprendre que il faut savoir quoi dire et quand le dire. Quand vous prenez un tel sujet et que vous allez devant la presse nigérienne, a priori, et que vous organisez une conférence de presse, que vous vilipendez à fond votre pays, sans preuve, je précise, sans preuve, parce que j'ai posé la question tout à l'heure, et que vous dites tout ceci, est-ce que c'est de nature à vraiment donner l'image qu'il faut à votre continent? Non, je suis désolé. Un panafricaniste à sa ligne. Mais quand on constate aujourd'hui que des panafricanistes dessinent eux-mêmes leur ligne de panafricanisme, qui n'est pas exactement ce qui devrait sous-tendre le panafricanisme, là, on se pose des questions sur les intérêts. Voilà des gens, voilà un peu des gens qui condamnent d'autres pays, hein, qui selon eux sont sous influence de puissances étrangères, mais qui eux-mêmes leur activisme est sous influence d'une autre puissance. Ouais. Finalement, on se moque de qui dans cette affaire? On sait, derrière les activités de Kémy Séba, de Nathalie, n'est-ce pas, tout ce monde-là, on sait qu'il y a derrière, qu'il y a intérêt, n'est-ce pas, que ce genre de discours prospère véritablement sur notre continent. Vous savez, plusieurs fois... Celui de Kémy Séba, hein, quand même. J'essaie de faire une petite démarcation. J'interroge dans les deux ont le même style de langage, les deux ont ici j'interroge face à la France. Oui. Non, ici j'interroge pour un cas Kochichi originaire de Savalou, une commune du Bénin, j'interroge le béninois Kémy Séba. Je ne peux pas faire le même procès, je ne peux pas analyser les faits de la même façon avec Nathalie Niambe. Donc, je fais une légère démarcation. La belle preuve, dans mon analyse tout à l'heure, je le mettais légèrement en cause. Comment est-ce qu'un béninois qui a ses privilèges à Niamey ne puisse pas en profiter? Nathalie Niambe a peut-être intérêt à diviser le Bénin et le Niger, qui sait? C'est possible peut-être. Bon, c'est une filière qui marche pour le moment. J'espère qu'un jour on aura de vrais panafricanistes comme... Ça ressemble plus à une opération de charme. Ça ressemble à une opération de charme vis-à-vis des autorités nigériennes. C'est ce que moi j'ai lu à travers cette conférence de presse. C'est une opération de charme vis-à-vis des autorités nigériennes. Oui, mais c'est une vieille guerre. Hein. On a vu aujourd'hui, enfin hier, on a vu le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest. Chacun défendait avec des idéologies et était financé. C'est pas nouveau tout ça, non? C'est une... Enfin, l'Afrique est un terrain d'expérimentation
je dois dire des idées, des projets, de tout ce que les Occidentaux ont envie de faire dans leur vie pour changer un peu d'humeur et surtout se distraire. Oui, on a désormais des Orientaux aussi. Des gens qui nous viennent de l'Est aussi, qui commencent aussi à faire ce jeu-là. Bon, c'est à nous de voir si on peut continuer à être des terrains d'expérimentation et si on le concède, de distraction et de plaisir. Il y a 8h41. J'avais un dernier axe pour qu'on échange, mais il est parti. Non, je ne peux pas vous faire confiance parce que quand vous allez prendre la parole, Dieu seul sait si on ne va pas se retrouver à 9h10 et 20 par là-bas. C'était de voir si dans ce contexte-là, avec les déclarations de Kémy Séba, si on peut vraiment s'en sortir, Franck. On va s'en sortir. Kémy Séba n'est pas au-dessus des États. Moi, je pense que la solution est quelque part et les États doivent. C'est quoi la solution? Elle est où? Non, la solution, je pense qu'avec le projet Pipeline qui suit son cours, qu'on puisse trouver entre nous des médiateurs, des gens qui puissent parler. Parce que là, maintenant, c'est comme un dialogue de sourds. On veut se parler, mais on ne se parle pas. Qui doit mettre les deux autour de la table pour se parler? C'est là le réel problème. Et si, par exemple, Kémy Séba se proposait, par exemple, de mettre les deux États, quelle que soit la vérité, parce que je me rappelle, au fond, au moment de la crise, qu'il a critiqué les propos de Patrice Talon. Ça veut dire qu'il y a des pages qu'on devrait tourner et maintenant se tourner vers l'avenir. S'il s'était proposé comme médiateur, mais il serait, à mon avis, l'homme du salut. Mais aujourd'hui, malheureusement, il faut d'autres personnes pour mettre les deux parties. Chose est claire, il ne faut pas espérer. Franck a fait 32 secondes. Hein. Oui, il ne faut pas espérer que Kémy Séba soit médiateur parce qu'on connaît sa position vis-à-vis de la personne. Je dis bien, je n'ai pas dit du Bénin, de la personne Patrice Talon. On a vu ses vidéos, on a vu ses audios. Donc, a priori, il faut simplement trouver des personnes capables, effectivement, de créer cette synergie entre le Bénin et le Niger. Des personnes, peut-être, elles peuvent ne pas être béninois, mais le plus important, c'est qu'on arrive à ramener ces deux États, les autorités de ces États, à la table des négociations pour échanger de vivre. Comment ça va se faire? Tu m'accuses de tout. Non, c'est très simple. Tu m'accuses de quoi? Voilà ce que j'avance comme argument et moi, voici les preuves que je te dis. Et puis, je pense que ça va clarifier les choses. D'abord, que les autorités du Niger baissent un peu les gardes et rentrent dans la dynamique de ce que les Vous demandez à un militaire de baisser la garde? Puisqu'il n'y a même pas danger, il n'y a pas pire dans la demeure. Il n'y a que... Ah, militaire. Oui, le temps peut-être, d'accord, mais... Oui, même bercer la garde, parce qu'il n'y a pas pire dans la demeure. Il n'y a que eux qui voient le diable un peu partout. On nous a accusés de base. Bon, maintenant, on a des légionnaires de pouvoir. Oui, mais ils ont raison. On a menacé de les attaquer aussi. Nous allons... La CEDEAO a menacé de les attaquer. Donc, c'est normal qu'ils soient sur leur garde. Sur ce point, je leur concède. Mais parmi les pays qui ont menacé d'attaquer, il y a le Nigeria qui est toujours là. Donc, ils ont ouvert la frontière. Sont ouvertes aujourd'hui. Oui, donc je pense que il nous faut baisser la garde. Au Nigeria. Il y en a au Bénin. Il y en a, enfin, je ne sais pas. Eux, ils ont dit qu'il y en a. Ils ont dit qu'il y en a et que c'est pour ça qu'ils ne veulent pas ouvrir les frontières. Oui, continuez pas à ce qu'ils disent. Oui, ah non, on est journaliste. On est journaliste. On parle de mercenaires. On est journaliste. Mais ce que je sais, compte des déclarations de ci et de ça. Il n'y a pas de flanc à prêter. Ce que je sais, si c'est chaud au niveau des autorités des deux pays, je pense que les peuples vont pouvoir jouer un rôle. Parce que Patrice Talon n'est pas éternel à la tête du Bénin. Et Tiani non plus, même général tout puissant qu'il est, il n'est pas éternel à la tête du Niger. William, les deux peuples feront imposer le dialogue. Comment on s'en sort? Est-ce que c'est possible avec même si Kémy Séba n'est pas médiateur, il y a des médiateurs. On vous dira que les autorités actuelles du Niger sont très proches des Tchadiens du point de vue ethnique, du point de vue sociologique, géopolitique aussi. Le Bénin est en odeur de sainteté avec le Tchad. Il y a beaucoup de cadres, de hauts fonctionnaires des Nations Unies et des institutions internationales qui sont ici. La question du Sénégal, la piste du Sénégal est une piste qui ne dit pas son nom aussi, du point de vue religieux, du point de vue aussi sociologique. Est-ce que le Bénin peut vraiment discuter avec les autorités sénégalaises? Enfin, non pas qu'il y a brouille, mais il n'y a aucune brouille. On a quand même vu la bonne intelligence qu'il y a eu entre l'ancien régime sénégalais et le régime actuel au Bénin. S'il y a eu cette
cette opposition frontale entre les deux régimes qui se sont succédés à Dakar, je me demande si véritablement on peut se parler avec confiance entre Cotonou et Dakar. Les États ne dialoguent pas avec des régimes politiques. Les États dialoguent avec les États. Les relations entre les États subsistent en fonction des États eux-mêmes et des positions, des lignes de politique étrangère, et non pas avec la tête de ceux qui se succèdent. La belle preuve, ce n'est pas parce que les gens d'une partie du monde n'aiment pas Jair Bolsonaro qu'ils ont arrêté de traiter avec le Brésil en attendant, en travaillant à ce que Lula revienne au pouvoir. Donc c'est pour dire en fait que le Sénégal et le Bénin, c'est des pays frères et très amis, et le Sénégal et le Niger, c'est une longue histoire, et avec la position des jeunes au pouvoir aujourd'hui sur la question des États de l'AES, Tinubu a mandaté Diomaye Faye pour aller discuter avec les États du Sahel. Aujourd'hui, c'est un interlocuteur privilégié. Avec ça, Patrice Talon peut profiter de la brèche. Moi, je trouve ces deux pays-là comme étant des États. Même les anciens présidents de certains pays, hein, on dira qu'il y a encore des anciens présidents Toubou. Lamine Zey, il est Toubou. Hein, donc, il y a de... Vous dites? Obasanjo est fatigué. Pas que Obasanjo, j'ai parlé des Toubou, donc des anciens gouverneurs du Tchad, du Sénégal, pourquoi pas même du Mali, d'anciens gouverneurs du Mali. Donc, on a ces pistes-là qu'on peut exploiter, jouer sur les lignes religieuses, les lignes de croyances, les lignes sociologiques, les lignes ethniques, tribales, et tout ça sera pour le bien de ce pays. Merci beaucoup. On a été très modéré en plus. Et Monsieur Ekwegaba, merci beaucoup pour votre modestie dans la prise de parole aujourd'hui. Je vous décerne la palme d'or. Je vous envoie vers la vice-présidente de Bénin pour recevoir votre décoration. Vous ne parlez pas de William? Non, il m'a pris 3 minutes. Donc, c'est pas moi le plus... Oui, vous êtes déjà passé dans l'ordre national des... Commandeur. Oui, commandeur, voilà. Bonne journée. Mesdames et messieurs, juste après moi, la revue de presse. Bonne journée à vous, à demain.